Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Bruno. Bonjour Bédi. Donc, merci de nous rejoindre, c'est très gentil. J'ai l'impression que les personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure également. Alors nous sommes ici pour parler de la digigraphie avec Epson et Fisheye. Bruno, je vous laisse vous présenter. Eh bien, je suis directeur commercial d'Epson France sur la partie grand format art graphique. Et il y a 21 ans, je suis arrivé chez Epson. Et quelques temps après mon arrivée, une de mes missions, c'était de développer ce beau label dont on va parler maintenant. Ah d'accord, génial. Pour ma part, je suis directeur de l'immersif art et culture chez Fisheye. Vous connaissez peut-être le magazine photo. Et donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors Bruno, est-ce que vous pourriez nous dire justement ce terme de digigraphie, comment il est né? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors il faut se remettre 20 ans en arrière, lorsque Epson a sorti les premières imprimantes jet d'encre pour la photo. Le tirage jet d'encre n'était pas forcément noble ou reconnu comme noble et pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'il supportait mal le soleil. Il supportait mal le soleil, il supportait aussi assez mal la lumière. Donc on était face à une transition technologique entre le tirage argentique et le tirage jet d'encre. Et notre mission consistait effectivement à essayer de démocratiser cette technologie au service de l'art. Voilà. Okay. Donc pour ce faire, bien entendu, on s'est rapproché d'un certain nombre d'artistes et de labos professionnels qui étaient déjà équipés de produits Epson et qui souhaitaient pouvoir se dégager de la responsabilité de la durée dans le temps. Parce qu'effectivement, face au tirage argentique, c'était difficile pour un gros labo parisien de dire c'est du jet d'encre Epson, vous pouvez y aller, ça dure aussi longtemps. Dans 300 ans, ce sera encore là. Voilà, exactement. Donc le but premier, c'était effectivement de rassurer les acheteurs, les collectionneurs, les labos, bien sûr, que le tirage était pérenne dans le temps. Et qu'il y avait un besoin, voilà, de toute cette communauté, à un moment donné, d'avoir quelque chose de vraiment professionnel et qui se rapproche d'une longévité. Et là, vous avez travaillé avec des laboratoires, vous avez travaillé aussi avec des organismes de certification. Voilà, alors on a effectivement la première étape, c'est qu'au-delà de la couleur rendue par nos imprimantes, il y avait aussi cette notion de durabilité dans le temps. Et donc on a confié des tirages Epson sur un certain type de papier, d'art, de barité, etc., à des laboratoires indépendants, dont Wilhelm Research, qui est un labo américain très reconnu dans le domaine, et qui a certifié les tirages imprimés sur nos machines jusqu'à 60 ans. D'accord, donc là, c'était la petite révolution, 60 ans de garantie. Donc ça permettait enfin au labo de pouvoir dire, ce tirage-là... Il est pérenne, il durera dans le temps, dans des conditions d'exposition normales, évidemment. On n'est pas dans un environnement de signalétique, on est dans un environnement d'exposition de musée ou de chacun. Et si on rentre un peu dans la technique, alors, qu'est-ce qui vous a permis en fait d'atteindre cette longévité, à la fois au niveau de l'encre et du papier? Il y a effectivement deux choses. Il y a l'encre. L'encre, les premières générations d'imprimantes Epson grand format n'étaient pas avec des encres pigmentaires. Et puis la deuxième génération ont été équipées de pigments. Et c'est grâce à ça que le pigment, l'association pigment et papier ont donné une durabilité des tirages dans le temps. Voilà. Et effectivement, encore une fois, il faut se remettre il y a 20 ans. Le pigment n'était pas si développé que ça dans le jeu d'encre. On a été l'un des premiers constructeurs à le développer. Et justement, grâce à cette avancée, on a permis de développer le label Digigraphie en disant, voilà, ce sont des tirages qui vont durer dans le temps. Donc voilà, il y avait la bonne rencontre de technologie entre le papier et l'encre à pigment qui permettait de tenir aussi longtemps. Exactement. Et aujourd'hui, c'est 20 ans plus tard, c'est le même principe, des encres d'excellente qualité avec des pigments et des papiers évidemment d'excellente qualité chez Epson, mais seulement chez Epson? Non, absolument pas. Donc on a commencé à faire des tests sur les produits Epson de type papier d'art, barité. Et puis après, on s'est rapproché de grands faiseurs tels que Hanemul ou Canson. Et on a complété la gamme de manière à avoir une offre la plus large possible. Voilà, donc
il existe et chez Canson et chez Anul des papiers qui sont certifiés Digigraphie. Alors pourquoi le sont-ils? Tout simplement parce que ces deux marques nous ont fourni des durées, des preuves qu'en vieillissement accéléré, on allait jusqu'à 60 ans. Voilà, ça c'est la base de tout papier qui doit être reconnu et certifié Digigraphie. D'accord. Et donc depuis 20 ans, il y a toute cette relation avec les laboratoires, avec les artistes, avec les collectionneurs qui s'est développée et qui a emmené la digigraphie vers une sorte de certification et maintenant qui permet également une traçabilité des œuvres et des tirages. Oui. Qui à la fois pour les artistes, pour les laboratoires et pour les collectionneurs, vous allez pouvoir nous en parler, leur permettent quoi en fait? En fait, une fois qu'un labo est agréé, labo certifié Digigraphie, ou même un artiste qui est équipé du bon matériel pour faire ses propres œuvres, alors il a un accès sur le site digigraphie.com et va pouvoir enregistrer toutes les œuvres qu'il aura produites en digigraphie. Donc c'est à la fois pour l'artiste une façon d'être visible à travers ce site, mais aussi de donner une garantie à l'acheteur, au collectionneur, au monsieur tout le monde qui va acheter une œuvre, que l'œuvre est bien réalisée en digigraphie selon les normes techniques, mais aussi déterminer la série, puisque effectivement c'est assez simple de tirer 100 exemplaires d'un tirage. Ce qui est important, c'est de pouvoir respecter la série ou le numéro dans la série. Donc ça, sur le site internet, c'est également indiqué le papier, le format et la série. D'accord, oui, ça pour le coup, c'était une petite révolution également, de pouvoir avoir ces outils, à la fois, j'imagine, pour les galeristes, pour les labos, les collectionneurs et les artistes, d'avoir quelque chose de simple et de référent. C'est une sorte Vous avez été très précurseur sur ce sujet parce que c'est encore énormément d'actualité. Quand on voit les NFT et la blockchain, avec cette envie de certifier en fait des œuvres dans leur tirage, dans leur datation aussi également. Donc vous étiez très précurseur sur le sujet. Il y avait ce besoin qui était déjà là en tout cas. Il y avait ce besoin double qui était de rassurer sur la durabilité du tirage dans le temps, mais aussi de s'assurer de l'unicité du tirage. Parce qu'encore une fois, un tirage en lithographie qui demande beaucoup de boulot, c'est moins facile, enfin c'est beaucoup plus difficile à faire qu'en jet d'encre où il suffit de dire je fais 2 impressions. Donc voilà, c'était aussi une façon d'assurer, et on n'a rien inventé réellement, hein, puisque ce sont les règles de la lithographie, hein, la numérotation. Donc on a appliqué ça sur des tirages numériques en digigraphie. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien d'artistes alors sur la plateforme ? Aujourd'hui, il y a, alors ce n'est pas un label franco-français, hein, c'est un label européen. Il y a plus de 3800 artistes, 350 labos et 25 000 œuvres qui sont référencées. 25 000 œuvres référencées en digigraphie, dont on peut s'assurer du tirage effectué. Exactement. Ouais, c'est assez génial. Oui, là on le voit à l'écran sur la quantité d'œuvres. Là, aujourd'hui, on peut voir notamment des exemples de ces tirages en digigraphie sur le stand Fisheye Epson, près de l'entrée. Donc vous pourrez aisément le retrouver. Oui, alors effectivement, comme nous sommes aux 20 ans de la digigraphie, l'idée c'était de remettre la digigraphie au centre du salon de la photo, puisqu'on a un certain nombre d'années été présent évidemment sur le salon de la photo. L'occasion de ces 20 ans, c'était de trouver un partenariat avec Fisheye. Fisheye qui a sélectionné parmi des laboratoires agréés digigraphie des œuvres d'auteurs et qui sont exposées effectivement sur le site, sur le stand digigraphie Fisheye. Voilà, donc il y a 8 œuvres qui sont présentées en digigraphie par 3 labos différents. Picto à Paris, Pixinocity qui est en Bretagne, à Auray, et Photon qui est à Toulouse. Voilà, des labos de renom. On peut les apprécier, on peut apprécier ces très beaux tirages sur le stand. Et alors, là pour la digigraphie, vous continuez de communiquer en tout cas sur la technique. Il y a de nouveaux labos qui ont envie de vous rejoindre et qui vous contactent
Oui, oui. En France et en Europe, vous en parliez. Absolument, absolument. Il y a encore de nouveaux labos. Je crois qu'en France, de mémoire, il y a une cinquantaine de labos. Alors après, il y a les labos, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, il y en a qui se rapprochent, qui s'associent, donc ça bouge pas mal. Mais c'est vrai, c'est la vie, ça, également des labos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment, il y en a qui réouvrent avec d'anciens professionnels d'autres Absolument. labos. Mais au moins, la digigraphie, elle reste. Ah, elle demeure dès lors qu'effectivement le labo est toujours équipé du bon matériel et a son tampon à sec pour certifier les œuvres. Elle continue, d'autant que le labo a une responsabilité vis-à-vis des artistes qui ont déjà commencé une série. Si une série n'est pas terminée, l'artiste souhaite encore tirer dans ce labo et finir sa série. Ça, Oui. il a une responsabilité de ce point de vue-là. Et c'est ce fil rouge qui, lui, au moins, permet de tenir. Parce qu'il n'y a pas que les labos aussi qui vivent et qui meurent. Il y a les galeristes. Oui. Il y a des galeries qui disparaissent ou qui grandissent Exactement. ou qui sont rachetées par d'autres galeries. Et il y a également, évidemment, ça aussi c'est normal, mais il y a aussi des artistes. Et là, la digigraphie, elle a aussi une importance à titre posthume. Absolument. Vous travaillez avec des musées. Effectivement, il y a une quinzaine d'années, on avait été, j'avoue qu'on n'avait pas vraiment pensé en lançant la digigraphie, mais on a été approché par le musée Albert Kahn, qui a un fonds photographique extrêmement important, je crois le plus grand fonds d'autochrome dans le monde, et qui souhaitait remplacer ces cartes postales de mauvaise qualité par des tirages de qualité numérotés. Et donc, ils se sont équipés du matériel et ont fait, dès à la sortie des caisses, dans leur boutique, des produits dérivés avec des tirages en digigraphie. Donc on a créé la Digigraphie Collection, qui était effectivement à destination des musées qui souhaitaient produire des œuvres d'auteurs posthumes. Voilà, on a le musée Albert Kahn, il y a le musée de Monaco, il y a eu pendant une période le musée du Louvre à l'occasion de l'exposition de Ingres, qui a souhaité faire des tirages limités. Donc voilà, c'est aussi la partie des auteurs qui sont plus de ce monde et qui souhaitent faire vivre leur patrimoine. Oui, ils ont l'opportunité de découvrir une certification, une traçabilité de confiance qui, effectivement, au fil du temps, est un élément extrêmement important pour ces œuvres, tout spécialement, quoi. Exactement. D'accord, merci. Peut-être que on va pouvoir passer le micro peut-être à l'assistant si certaines personnes ont des questions. Bon, Philippe, il connaît par cœur la digigraphie, donc je n'ai pas besoin de l'interroger, à moins qu'il ait des questions. Rapproche-toi, Philippe. En fait, ma question, c'est, mais peut-être que vous avez évoqué parce que je suis un petit peu en retard, c'était sur toute la gamme de papier hors gamme de papier Epson avec laquelle vous avez fait des partenariats. Donc il y avait Canson, est-ce que ça a été étendu? Où est-ce qu'on en est sur ce programme? Alors, effectivement, au lancement, on avait commencé par une gamme assez courte qui était les papiers Epson, et puis après on l'a étendu sur les papiers Canson et à Neumülleux. Et effectivement, la gamme, je pense au dernier cité, à Neumülleux, la gamme est devenue extrêmement riche, créant pour les artistes des besoins nouveaux. Donc notre idée, c'est effectivement d'ouvrir la gamme à d'autres supports. Mais le point de départ, c'est pas tant notre volonté d'ouvrir, c'est surtout que le fabricant doit assurer une durabilité du support dans le temps, parce que c'est le prérequis, bien sûr. Garde le micro, mais viens t'asseoir. Voilà, en fait, ma question, c'est que on est en 2024, ce sont les 20 ans de la digigraphie, c'est bien ça. Donc, en 2004, les encres Epson qui étaient validées pour la digigraphie ne sont plus les mêmes qu'en 2024. Il y a eu énormément de progression concernant la permanence, la résistance à la lumière et ainsi de suite. Comment ces encres ont évolué dans le temps ? Alors effectivement, en 20 ans, les pigments ont évolué, les machines ont évolué et aussi le spectre, puisqu'on a ajouté de plus en plus
de couleurs dans nos machines, de manière à couvrir un spectre de couleurs le plus large possible. Donc ça a évolué dans le sens de la créativité, de l'ouverture des spectres de couleurs, les papiers également. Et la durabilité, finalement, elle ne bouge pas beaucoup parce que le pigment, même s'il a évolué, une fois sur le papier, il est assez stable. Donc, et puis entre nous, à partir du moment où on donne une durabilité de 60 ans, si on gagne 10 ans, ça ne changera pas, ça ne va pas révolutionner le marché. Mais ce qui a vraiment évolué en 20 ans, c'est la praticité des machines, le spectre qui est de plus en plus large. Juste pour donner une référence, aujourd'hui, on a une machine qui couvre 99% des couleurs Pantone. Alors, je sais que ce n'est pas une référence à la photo, mais ça reste une référence dans l'imprimerie. Bon, on peut faire mieux, hein, mais je pense que là, on a atteint des spectres de couleurs qui sont extrêmement larges. Voilà. Et alors, les derniers jeux de couleurs, justement, pour les imprimantes, quelle est la dernière génération Alors, on a sorti sur le salon, c'est une première, la dernière génération des imprimantes en 64 pouces, la P20 1500, qui sont des imprimantes en 12 couleurs. Combien ? 12 couleurs, 12 couleurs, qui intègrent du violet, du orange et du vert, et qui sont vraiment destinés au labo photo pour faire de la grosse production. Et à ce titre, on n'a plus de cartouches, on a des sacs que j'appelle vulgairement des sacs alimentaires, qui sont des sacs d'1,5 litre, et qui sont évidemment beaucoup plus écologiques, tant dans la façon de fabriquer et de la transporter et de le recycler. Voilà. Donc ça, c'est la dernière technologie que nous avons sur notre stand. D'accord, merci beaucoup. Merci de ton attention, Philippe. Et donc, dans ces sacs, par pure curiosité, donc c'est un mix de liquide et de poudre pigmentaire. Alors, c'est que de la poudre? Non, c'est de l'encre liquide qui est composée effectivement de pigments et de colorants naturellement, hein, mais ce sont des pigments majoritairement. C'est de l'eau qui reste, c'est d'une base eau. Hein, ce sont des encres à base d'eau. C'est pas de l'éco-solvant, c'est pas de l'UV, c'est pas. Voilà. Et là, ce volume, il évite justement d'avoir trop d'emballage plastique à changer. Exactement. Et là, en 1,5 litre, on peut faire pas mal d'impressions. Voilà, il n'y a plus de plastique autour de la poche. Donc on gagne en poids, on gagne en recyclage également. Ça, toutes les machines qui sortent chez nous, les dernières générations, sont tous avec ce standard de sac de poche aluminium. Voilà. Ok, génial. Bon. S'il y a des questions dans l'assistance, je vais vous prêter mon micro. Sinon, merci Bruno. Merci à toi Mehdi. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis un rappel pour ceux qui sont intéressés, voir le stand Fisheye. Ah, madame a une question. Le stand Fisheye Epson qui se trouve à l'entrée du salon à droite quand on sort du salon. Madame. Juste une question par rapport à la certification, au fait d'apposer le certificat sur l'œuvre. Oui. Si j'ai bien compris, il y en a 3 sortes. Il y a celui fait par le labo, celui fait par l'artiste, et un troisième, j'ai pas retenu. Et le troisième, c'est la collection, c'est-à-dire les musées. Voilà. Donc, si on est artiste, on s'adresse à vous pour obtenir le... Comment ça se passe pour... Alors, nous, on travaille avec des revendeurs, qui sont des revendeurs photos. Il y en a un certain nombre ici. Et qui vont vous vendre une boîte dans laquelle vous allez avoir une pince à sec ou une pince humide, puisque les pinces à sec ne sont pas toujours faciles quand on monte sur Dibon. Donc on a aussi des tampons humides qui va vous personnaliser. Donc vous allez avoir votre nom, votre signature, à vous de personnaliser. Et le certificat plus un nuancier avec tous les papiers qui sont agréés dans la digigraphie. Voilà. Ça s'appelle une Digibox et c'est à procurer auprès des revendeurs digigraphie. Ici, vous avez par exemple MMF, vous avez Tétonal, MBTech qui sont présents. Il faut d'abord s'inscrire sur votre site. Non, vous allez, nous, en fait, on ne contrôle rien d'autre que s'assurer que vous êtes bien équipé du bon matériel. D'accord. Et le produit, enfin la Digibox, vous allez vous la fournir auprès de ces revendeurs-là qui sont spécialités, qui sont les mêmes que ceux qui vous fournissent les machines, les encres, les papiers. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre question. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci à tous et merci Bruno. Merci Mehdi. Et bon salon.